Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans 90 minutes politiques. Aujourd'hui, nous avons l'immense chance et bonheur de recevoir le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona. Avec lui, nous allons parler de l'avenir du Cameroun, de l'avenir de son parti, le RDPC, qui a d'ailleurs fêté ses 31 ans il y a quelques jours. Et puis, en plus, on va essayer de jeter un coup d'œil panoramique sur les conditions générales du travail et sur l'avenir, la relance économique, l'espoir, bref, tous ces ingrédients qui font qu'on puisse avoir espoir en ce Cameroun en pleine construction. Dès qu'on a fini de dire cela, j'ai envie de vous présenter Aristide Kenda Kenda, qui est évidemment le chroniqueur maison, qui est toujours là chaque semaine pour être avec et en face des invités. Bonjour Aristide. Bonjour Martial, bonjour à tous nos téléspectateurs du monde entier. Le monde est en très grande mutabilité, inversion système-valeur. Nous recherchons les repères, les best practices, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une icône africaine, une icône de notre pays, le ministre Grégoire Orona, qui justement va nous permettre donc de développer tout cela. Monsieur le ministre, infiniment merci d'être sur notre plateau et bienvenue à 90 minutes politiques. Bonjour, je vous en prie. Je réponds à votre aimable invitation et je suis à votre disposition. Vous êtes infatigable, monsieur le ministre. Votre premier mandat électif, il y a environ 30 ans, et vous êtes toujours là. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut faire l'avenir, le chemin d'avenir, avec des gens qui, normalement, devaient déjà être retraités, qui sont encore aux affaires? Écoutez, je crois que tant qu'on a à donner pour son pays, tant qu'on peut donner pour le monde, puisque vous vous projetez sur le monde, tant qu'on peut donner, je crois qu'il faut donner. Et c'est ça qui est important, d'avoir des gens qui ont encore avec eux la santé, d'avoir avec eux la santé mentale surtout. Je crois qu'on peut faire appel à eux. Mais, monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous amène véritablement en politique? Est-ce que c'est votre parcours de fils d'ici et d'ailleurs, votre chemin pas souvent facile dans cette construction du Cameroun à l'aube des années 60, 50, et finalement, quel est votre moteur? Écoutez, comme vous le sous-entendez, j'étais d'abord surtout un homme du secteur privé, et je vais faire le passage à la politique, j'allais dire un peu, pas tout à fait par hasard, mais par les circonstances, parce qu'à un moment donné, le président Biya arrive aux affaires, il va tenir un discours très différent, un discours qui suscite de l'espoir, un discours qui montre une autre façon de voir la vie politique. Et c'est là que le déclic pour moi va se faire. Et c'est là que je vais solliciter mon premier mandat électif comme conseiller municipal. En 87. Voilà. Et l'année d'après, vous êtes député? Et l'année d'après, on va aux élections législatives. Je sollicite un mandat dans le Vouri et je suis élu député. Et j'ai connu ces succès-là, mais je vais aussi connaître l'échec d'une élection législative à laquelle je suis battu en 92. Mais je suis nommé par la suite secrétaire général adjoint du RDPC par le président national, le président Biya. Alors, monsieur le ministre, tu me permets, Martial, on insiste, monsieur le ministre, parce que justement, nous avons dit au début de cette émission qu'il y a inversion du système de valeurs, et vous faites partie de ceux des best practices qui travaillent beaucoup, mais qu'on ne voit surtout pas le travail qu'ils font. J'insiste pourquoi, monsieur le ministre, parce que en 92 déjà, on vous coopte pour être président du comité de rédaction de la Constitution. Et d'ailleurs, vous êtes choisi l'année d'après pour... Non, je n'étais pas dans ce comité. Ah, mais moi, j'avais travaillé dans la réflexion au niveau du parti. Ah, d'accord. Alors, on insiste pourquoi? Parce que, justement, vous êtes toujours sollicité. Par contre, en 92, je vais être nommé au sein du Comité national des droits de l'homme et des libertés, où après des élections, je vais être élu comme vice-président de ce comité, qui lui aussi, il a fait beaucoup de choses dans le sens
de la promotion des libertés avant de devenir aujourd'hui ce qu'il est. Monsieur le ministre, on ne va pas égrener tout votre parcours politique qui est long. Je vous en prie, je souhaite vous pas parce que l'objectif n'est pas de parler de moi spécialement. Voilà. Non, c'était nécessaire de poser les bases. Maintenant, vous commencez à Douala, le mandat électif, le Vouri. Vous qui êtes un fils, on va dire, du centre. Et l'idéal, justement, politique, c'est que pour demain, chaque Camerounais se sente à l'aise chez lui. Est-ce que vous étiez précurseur ou est-ce que c'est encore possible aujourd'hui quand on voit les relents tribaux qui naissent dans tous les coins du Cameroun en ce moment, surtout en politique? Je crois que cela est vraiment regrettable, ce que vous schématisez là. Et je suis parmi ceux qui décrivent cela. Vous ne savez pas le bonheur qu'il y a d'être né au fin fond de Ngomdjab, d'avoir fait ses études à Yaoundé, d'être parti travailler à Douala et d'être un élu municipal de Douala parce que vous avez vécu avec les gens, parce que les gens vous connaissent, parce que les gens ont discuté, ils savent ce que vous pouvez faire pour eux. Et une des batailles qu'il y avait à l'époque, c'était essentiellement la bataille pour le développement. J'habitais dans un arrondissement Douala 3e, pour ne pas le nommer, Agnala, Japoma, qui étaient des endroits les plus reculés. Nous avions besoin de développement et notre objectif, le principal objectif à l'époque pour nous, c'était faire du développement de ces nouvelles aires. Alors pour avancer, qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Pourquoi on a l'impression que ça ne tourne pas? Alors il y a eu des replis identitaires que je ne peux pas, peut-être que les anthropologues, les sociologues pourront mieux l'expliquer, mais je ne me l'explique pas. Il y a eu comme un repli identitaire où chacun décide ou est décidé à aller faire la politique dans son village natal. Il y a eu des choix politiques qui avaient été faits. Vous savez ce qui avait été appelé à l'époque l'équilibre régional. Et c'était, à mon avis, l'idée de base était bonne. Il fallait que le Cameroun se développe partout de la même façon, qu'il n'y ait pas des endroits moins développés que les autres, que tout le monde essaye d'émerger. Mais cela ne pouvait pas signifier qu'il fallait que chacun rentre au village. Et je crois que nous devons nous battre aujourd'hui pour que chaque Camerounais, et c'est ça le souhait du président Biya, que chaque Camerounais se sente partout où il est au Cameroun, comme chez lui. Alors, monsieur le ministre, est-ce que cet équilibre régional atteint ses limites aujourd'hui? Alors, ces limites, je ne peux pas dire que l'équilibre régional a éteint ses limites. Vous savez vous-même que dans certains concours, on continue à parler d'équilibre régional. Vous savez bien que... Vous êtes contre ou pas? Il ne s'agit pas de dire qu'on est contre ou qu'on est pour. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour que le Cameroun se développe de façon équilibrée. Par le mérite? Par le mérite d'abord, oui. Et c'est d'abord par le mérite. Mais, bien que ce soit par le mérite, il ne s'agit pas d'oublier certaines zones au détriment des autres. Mais on ne peut pas non plus penser qu'il y a des endroits au Cameroun où il n'y a pas des gens intelligents et il n'y a que des gens bêtes. Non, il y a un équilibre à trouver. Alors, monsieur le ministre, au lendemain du discours... Dans tout ça, excusez-moi, oui. C'est l'application de ces choix qu'il convient vraiment d'examiner. Nous sommes en politique, monsieur le ministre. Oui. Et au lendemain du discours du chef de l'État, le 11 février dernier, à l'occasion de la fête de la jeunesse, vous êtes passé sur un plateau de Canal 2 et une dame, une jeune fille dans le public, vous avez interpellé la classe politique en disant qu'on ne croit plus aux hommes politiques, on ne croit plus à la politique. Est-ce que ce n'est pas, la conséquence de ces choix, notamment l'équilibre régional qui a occasionné ce repli identitaire? Non, je crois que ce n'est pas tout simplement l'équilibre régional en tant que tel. De toute façon, les hommes politiques ont intérêt à se faire plus crédibles pour qu'on croie en eux. Ça, c'est une donnée, je ne peux pas renier. Les hommes politiques ont parfois donné des limites, ont parfois posé des gestes, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, qui ont fait qu'ils sont devenus peu crédibles ou même pas crédibles du tout. Donc c'est aux hommes politiques de faire les efforts nécessaires pour être crédibles, pour promettre ce qu'ils peuvent faire et surtout pour que la gouvernance
menée par ces hommes politiques soit toujours dans le sens d'une meilleure gouvernance. Monsieur le ministre, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Le RDPC vient de fêter ses 31 ans. Est-ce que ce n'est pas 31 ans de trop? Parce qu'on a semblé voir une sorte de lassitude. On n'a pas vu cet engouement qu'on portait derrière la flamme il y a quelques années. Il faut vraiment ne pas être honnête pour ne pas le reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, je vais m'inscrire dans le registre des malhonnêtes pour ne pas le reconnaître d'abord. Je vais vous dire que... Je ne me permettrai pas, monsieur le ministre. Je vais vous dire que d'abord, le RDPC a fait un choix de fêter ce 31e anniversaire dans la sobriété. Parce que notre pays aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte à tous les instants, est en guerre. La guerre est en train de se transformer en quelque chose qui a tendance à distiller un peu la peur un peu partout. Nous avons décidé donc de faire cette fête avec beaucoup de sobriété. Nous sommes au lendemain d'une élection qui, il faut le reconnaître aussi, comme toute élection, apporte quelques divisions, quelques dissensions. Nous sommes donc passés aussi à une étape où il fallait rassembler la famille, qui a eu quelques petites querelles électorales. Et nous avons vu que d'abord, les militants se sont regroupés à nouveau dans cette sobriété. Un peu partout, ceux qui ont gagné ont tendu la main à ceux qui ont perdu, qui ont pris la main. Donc les meetings ont rassemblé, il y a eu d'importants rassemblements, une importante mobilisation, et le thème était justement plutôt à la réflexion, réfléchir pour se mettre véritablement face à tous les fléaux qui nous préoccupent aujourd'hui, celui de Boko Haram en premier, se mobiliser ensuite pour travailler pour qu'on avance vers l'émergence. Je vais laisser Kenda parler, mais je vais vous prendre un cas concret. Avant-hier, à Kribié, on a échappé à carrément une émeute parce que les deux sections, les deux pôles du parti se disputaient la maison du parti et ont prévu d'organiser deux manifestations vraiment différentes et distinctes, alors que les autorités avaient œuvré pour que ce soit une fête commune. Quand on sort de là, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un avenir pour le parti ou on va vers une dislocation possible dès que le système... D'abord, je voudrais vous dire que vous avez été un peu mal informé. J'ai été moi-même réveillé à 6h30 par un autre journaliste que je ne citerai pas juste par courtoisie et par respect, qui voulait me passer en direct à une radio parce qu'il y avait une émeute et parce qu'il y avait des blessés et peut-être même un mort. Je lui ai dit, mais vous parlez de quoi là? Alors, moi j'ai été prudent. Oui, parce que j'ai vécu quand même ça. Mais ce n'était pas ça les faits. Il y a effectivement deux sections qui devaient tenir deux meetings. Ils avaient opté pour tenir chacune son meeting. Il y avait une qui devait donc tenir son meeting dans la matinée. Et de 10h à 13h. Exact. De 13h à 17h. Là, c'est la bonne information. Et l'autre de 13h à 17h. Évidemment, ceux qui devaient tenir à 10h ont un peu débordé. Les autres étaient déjà là. Il y a eu ni émeute. Il y a eu quelques petits éclats de voix gentils, j'insiste. De dire, bon, écoutez, nous, on est resté quand même un moment, mais c'est votre tour, allez-y. Oui, mais c'est pas le même parti. Il n'y a pas eu... Monsieur le ministre. C'est le même parti, c'est deux sections. Et l'instruction qui venait du sommet prévoyait, ils auraient pu demander de faire un seul meeting, ils auraient fait. Mais chacun voulait tenir son meeting parce que chacune des sections avait ses problèmes à régler. Je vous ai parlé tout à l'heure des rassemblements qui se faisaient, des gens qui refaisaient la paix et tout. Chacun avait ses problèmes. Donc il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu de cela, mais
je crois qu'il ne faut pas grossir des choses qui sont toutes petites. Alors, monsieur le ministre, le RDPC a toujours été un parti précurseur dans les années 80. Déjà, au sein même du RDPC, on organisait des élections démocratiques. Et récemment, il y a eu une circulaire, déjà en juillet 2015, pour donc le renouvellement des bureaux des organes de base. Mais qui a quand même traîné. On nous a expliqué que c'est parce que pour la première fois, on convoquait tout le collège électoral à un suffrage universel direct. Alors, monsieur le ministre, vous êtes ministre du Travail. Et le principal problème, c'est les jeunes. On demande le renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous pensez que dans une telle démarche, le RDPC est prêt à renouveler sa classe politique? Je sais que ici, c'est vous qui posez les questions. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous allons répondre. La classe politique camerounaise compte combien de personnes? Les jeunes qui cherchent du travail au Cameroun sont combien? J'ai bien envie de vous dire que la classe politique camerounaise, c'est une petite poignée de personnes et les jeunes, c'est des milliers, des millions de personnes. Et je voudrais vous dire que puisque nous parlons du RDPC, puisque nous pouvons parler du président national du RDPC, c'est aussi bien lui qui a conçu cette politique qui veut qu'on mette les jeunes en avant, qu'on mette les femmes en avant, qu'on puisse véritablement faire des actions pour ces jeunes, pour qu'ils s'en sortent face au chômage. Le chômage, ce n'est pas pour ça qu'il faut le banaliser, c'est un problème mondial, vous le savez très bien. Mais le Cameroun essaie aujourd'hui de trouver des solutions spécifiques pour ces jeunes afin qu'ils puissent aller. Et je pense qu'une des choses que le président Biya apporte, c'est cette libéralisation des énergies. Cette liberté que le président Biya apporte, elle va permettre aux jeunes de s'exprimer. Elle va permettre aux jeunes de se débrouiller. Et je voudrais vraiment inviter les jeunes à saisir le fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est libéralisé et facilité. C'est là le secret. C'est là la solution. La solution, ce ne sera pas de recruter 25 000, 30 000 jeunes dans la fonction publique. Les solutions sont dans cette libéralisation. Les solutions sont pour les jeunes, ces projets qui les accompagnent, ces projets que le gouvernement met en place pour les appuyer. C'est ça la solution. Ce n'est pas le renouvellement de la classe politique qui va forcément se renouveler. Si vous pensez que les vieux que nous sommes, nous maintenons là par la force, à un moment donné, la force va nous lâcher. Monsieur le ministre, et nous serons obligés de laisser les places vides. Ne parlez pas. Nous ne pouvons pas demeurer là éternellement. Mais justement, vous avez des jeunes qui sont inspirés, qui réussissent, qui osent. Et le président l'a dit, oser. Il faut que les jeunes osent. Regardez, vous êtes où là? Vous êtes dans un sujet d'une entreprise qui est née quand? C'est un jeune qui a osé. Les jeunes osent maintenant dans votre domaine, pour ne parler que de votre domaine. Les journaux naissent, les télévisions se créent, les radios se créent. C'est des jeunes, avec très peu de moyens, mais qui créent des emplois. Aujourd'hui, vous m'avez si bien rappelé que je suis ministre du Travail. Nous, on se bat pour que le travail soit décent. Que les jeunes trouvent des emplois où ils sont rémunérés, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent avoir un minimum pour faire avancer le Cameroun et le monde. Monsieur le ministre, puisque c'est un échange, et c'est bien de le souligner, vous avez dit que les jeunes ont droit à la créativité. Mais voilà un système où, d'ailleurs vous avez déjà condamné les 25 000 qui... Non, je n'ai pas condamné, je vous dis que ce n'est pas ça la... moi je pense que c'était une grande erreur. De mettre... Ce n'était pas du tout une erreur, parce qu'on avait besoin de jeunes pour renouveler notre administration. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler de notre administration, on y reviendra. Justement, parlons-en. Monsieur le ministre, les lenteurs administratives, comment faire pour créer une entreprise, une start-up, comme disent les jeunes aujourd'hui, en moins de 12 heures, de 24 heures, comme ça se fait partout? Comment faire pour contourner les barrières, les freins
à l'éclosion de l'entrepreneuriat. C'est là, c'est direct. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est très intéressant et c'est concret. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on va créer une entreprise en 6 heures que le monde sera le plus beau dans le meilleur des mondes possibles. Aujourd'hui, vous créez une entreprise en 3 jours. Et je pense que c'est déjà très bien. Et les impôts, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde parle des impôts au Cameroun. Le président Biya a mis en place, au moins, je vais citer cette structure parce qu'il y a d'autres structures, le ministère des petites et moyennes entreprises, qui a fait une grosse réforme qui va vous permettre de créer, avec très très peu de moyens, une entreprise en moins de 3 jours. C'est déjà ça. Je réponds tout de suite à votre problème. Il y a des solutions déjà qui existent. Mais Bissok aussi parle. Mais seulement, je voudrais dire, pour le déplorer, on peut encore aujourd'hui déplorer les lenteurs administratives. Ça, c'est un problème général. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à part déplorer? Écoutez, je peux parler des choses. Du travail. Je peux parler des choses que je connais bien. Ce n'est pas souvent bon de parler de soi, certes, mais je suis obligé de parler des choses que je connais bien. J'arrive au ministère du Travail, je dis à mes collaborateurs, pour tel secteur, je prends le secteur des médailles d'honneur du travail, où les gens attendent 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, je dis, désormais, une entreprise dépose un dossier, c'est maximum 6 semaines. Maximum. Vous déposez un dossier de demande de médaille d'honneur du travail, c'est 6 semaines. Et si vous n'avez pas de suite, vous devez saisir le ministre. On a publié les numéros de mail, les numéros de fax pour que l'usager saisisse. Parce que si on dépasse 6 semaines, c'est anormal, il y a un problème. Je suis arrivé, je trouve des médecins qui veulent s'installer en clientèle privée, qui attendent depuis 2 ans, 3 ans. Il y a un problème, c'est anormal. Si un médecin qui a fait des brillantes études, qui a une expérience professionnelle, qui est inscrit à l'ordre des médecins, il envoie un dossier, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Je fixe désormais maximum 8 semaines pour étudier le dossier. Nous devons juger. Il faut qu'on ait des délais dans toutes les administrations. Et je vais vous dire aussi une chose. Il faudra que l'usager agisse comme un ayant droit. L'usager, aujourd'hui, vient dans cette administration comme pour demander parfois une faveur. C'est peut-être une preuve que les traumas sont plus profonds que ça. Bon, il faut que l'usager vienne parce qu'il sollicite un service et qu'il y a droit. Et si on ne le lui donne pas, il doit revendiquer. Et aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec l'ANOR pour mettre toutes les normes en place. Et ces normes, lorsqu'elles seront toutes en place, il faudra que les usagers connaissent bien leurs droits, puissent les revendiquer. Les choses ne sont peut-être pas encore visibles, toujours, mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui se font et qui avancent. On pouvait sortir de la question du travail. Oui, de la question du travail, surtout la démarche qualité qui est appréciée. Mais monsieur le ministre, le problème qu'ont les jeunes entrepreneurs, c'est que on vient toujours leur faire des redressements fiscaux. Monsieur le ministre, souvent, c'est un frein. On ne comprend pas toujours comment ça se passe. Est-ce que vous ne pouvez pas intervenir, monsieur le ministre, pour que, justement, que ces jeunes-là soient protégés? Alors, il ne s'agit pas d'intervenir pour qu'ils soient protégés. Il faut d'abord que vous, les médias, que vous nous aidiez, parce que vous aidez aussi par là même ces jeunes. Il faut que quelqu'un sache que quand il gagne de l'argent, il faut qu'il en donne aussi dans les caisses de l'État. Il faut qu'on paye nos impôts. Ça, c'est important. Moi, en tant que ministre du Travail, je suis confronté à ce problème à travers des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations à la CNPS. Et vous avez des entrepreneurs qui viennent vous dire « On est venu me contrôler, on me demande de payer tant de millions. Mais avez-vous payé depuis 10 ans? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? » Un redressement. Il faut un redressement. Il faut que les gens acceptent de payer leurs impôts. Maintenant, avec le directeur des impôts, avec le directeur général de la CNPS, on trouve toujours des moyens de leur accorder des moratoires. On trouve toujours moyen de... Si les gens ont des présomptions de bonne foi, parce qu'il y en a
qui ne veulent même pas payer. Monsieur le ministre, on reste dans le registre. Il y a encore, dans les plantations, je ne vais pas les citer, des VCAM, de Socapalm, des Camerounais qui touchent 8 000 francs. Et parfois, ça tourne mal. Et vous intervenez souvent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de votre simple intervention pour que les conditions de dignité humaine et de sécurité sociale soient un peu respectées, enfin de protection sociale? Là aussi, c'est une des orientations importantes que je donne depuis 2 ans au niveau du ministère du Travail. Jusqu'ici, les inspecteurs du travail sont restés beaucoup dans leur bureau, attendant les conflits sociaux. Et depuis 2 ans, je les incite à aller dans l'entreprise, vérifier les conditions de travail pour qu'on prévienne les conflits. Tout à fait. Ça, c'est la nouvelle orientation de l'inspection du travail. On doit prévenir les conflits. Donc, on ne va pas dans les entreprises pour réprimer tout de suite, mais déjà pour dire aux entrepreneurs, aux travailleurs, voilà comment ça doit se faire. Voilà, les travailleurs doivent être habillés comme ça quand ils sont au chantier, parce qu'en cas d'accident, voici. Les gens qui ne sont pas... Alors là-dessus, nous sollicitons les travailleurs eux-mêmes. Alors un travailleur qui gagne 8 000, il sait que le SMIC est à bien plus que ça. Mais il faut qu'il aille voir l'inspecteur du travail, qui lui dit, voilà ce qui se passe dans notre entreprise. Nous avons très peu, pour le moment, d'inspecteurs du travail. On ne peut pas en avoir des tonnes. Et c'est là que je voulais évoquer. Vous dites, vous condamnez les 25 000. Mais l'administration était en train de se vider. Il faut injecter des fonctionnaires. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Mais je veux dire que si cette opération de 25 000, elle est bien salutaire, parce qu'elle apporte du sang neuf et des nouvelles compétences pour notre administration, mais ce n'est pas elle qui va résoudre le problème du chômage. C'est là que je dis. Monsieur le ministre, on parlait plus de la clochardisation des emplois. Mais bon, vous avez expliqué. Maintenant, les Camerounais peuvent témoigner. Les Camerounais manquent d'eau. Et pas seulement. La lumière aussi. Et je peux continuer. Et nous sommes en 2016. Et dans le calendrier du président Biya, c'était déjà la santé pour tous. C'était les biens de première nécessité pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'échec est consommé ou on peut dédouaner le président? Non, l'échec n'est pas du tout consommé, mais ne sélectionnez pas l'histoire. Il faut avoir l'histoire de façon globale. Vous allez me dire qu'il y avait des bonnes fontaines dans ce pays, tout le monde allait puiser gratuitement et tout, mais vous avez vécu, vous n'êtes pas si jeune que ça, vous avez, ne serait-ce que d'ailleurs par vos formations respectives, vous avez vu un peu ce que la conjoncture internationale a fait, le FMI, ceci, cela. Vous avez vu, hein, et je vous signale que c'est les secteurs de l'eau et de l'énergie qui ont été les premiers à être visés. Il a fallu viser. On n'a pas investi ce qu'il fallait investir à un moment donné. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Biya, son gouvernement ont pris toutes les mesures nécessaires pour la reprise des investissements. C'est un problème réel, on ne peut pas... Il y a beaucoup de désagréments en ce qui concerne l'eau et l'électricité, mais sachez que le gouvernement est en train de réinvestir et on est en train d'avancer. Ça peut prendre quelques années, mais c'est un problème dont la solution est déjà en train d'être mise en œuvre. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le FMI, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et l'autre structure. Monsieur le ministre, est-ce qu'on est obligé d'être avec eux? Récemment, on est allé sur les marchés financiers internationaux avec les eurobonds. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer notre politique d'acquisition des fonds par des investisseurs? Vous êtes justement en train de dire que récemment, on y allait avec les eurobonds. Oui. Donc, on ne va pas vivre en autarcie, mais le gouvernement est en train d'étudier toutes les solutions possibles pour régler les problèmes qui sont les problèmes du Cameroun. Il n'y a pas une solution exclusive. Tout comme vous devez pouvoir le constater qu'il n'y a pas de partenaire exclusif. Nous sommes un pays de plus en plus ouvert.
Nous essayons de faire des nouveaux choix que nous allons assumer. Le président Biya est pour l'ouverture, mais aussi pour l'efficacité dans cette... C'est un langage diplomatique, monsieur le ministre. Mais non, il n'est pas du tout je vous laisse diplomatique. Je vous laisse il n'est pas du tout diplomatique. Monsieur le ministre. Non, on ne peut pas aujourd'hui dire nous allons aller sur le marché libre comme ça pour tous les projets que nous allons faire. Parce que vous savez déjà que ce marché, vous savez ce qu'il coûte. Le président de la République a dit, lors de son discours la veille du 11 février, qu'il fallait retourner à la terre. Est-ce que, monsieur le ministre, on peut retourner à la terre quand on n'a pas les infrastructures, l'énergie manque, et on ne sait pas si on cultive la terre. D'abord, il y a un problème de réforme agraire, et si on cultive la terre, comment on sort les produits de la brousse, il n'y a pas d'infrastructure. Ce que vous me dites là est très camerounais par moment. C'est très camerounais. C'est-à-dire que pour résoudre un problème, vous alignez d'abord 50 problèmes à résoudre. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous avez un problème, essayez de trouver la meilleure solution pour résoudre ce problème-là. Mais les Camerounais aiment aligner les obstacles qui les empêchent de résoudre le problème. Non. Quand un jeune veut faire de l'agriculture, moi je suis fils d'agriculteur et j'aime l'agriculture. Je peux vous parler d'expériences que j'ai faites. Vous pouvez aller vérifier ces expériences. Il faut aimer l'agriculture et il faut aller à l'agriculture. Parce que l'agriculture va apporter beaucoup aux individus qui vont la faire et va apporter beaucoup à notre pays. Alors, pour faire l'agriculture aujourd'hui, il y a des projets pour aider les jeunes qui veulent faire l'agriculture. Il y en a qui ont fait l'agriculture sans être aidés. Ils ont réussi. Il y en a qui ont fait l'agriculture avec très peu de moyens et qui sont devenus des grands aujourd'hui. Vous croyez qu'un industriel comme Abo a commencé à être industriel, lui qui a maintenant des centaines d'hectares de maïs dans la région de Ngaoundéré? Vous croyez qu'un jeune comme Tomo, qui a fait aujourd'hui certifier le poivre de Penja, vous croyez qu'il a commencé avec des milliards? Il a commencé par un petit espace de poivre et il a réuni les autres cultivateurs. Ils ont fait une coopérative, ils ont créé des choses. Ils ont fait aujourd'hui certifier le poivre de Penja qui est... Monsieur le ministre. Mais vous croyez qu'un jeune comme celui qui a créé le cardiopade là, à l'université, le polytechnicien, Arthur Zang, vous croyez qu'il avait des millions? Aujourd'hui, il a créé quelque chose avec sa tête. Et aujourd'hui, s'il réussit à industrialiser ça, demain on le verra milliardaire. Mais il n'a pas commencé avec des milliards. Il n'a même commencé même pas des millions. Monsieur le ministre, mais je vous cite Monsieur le ministre, vous êtes tellement bien dans ce domaine qu'on vous tire un coup de chapeau. Mais je vous donne des exemples simples. Je suis d'accord avec vous, mais vous venez de souligner le vrai problème, c'est l'industrialisation. Votre père avait des champs de cacao. Vous ne pouvez pas... Non, mais monsieur le ministre... Vous êtes quand même fils de planteur de cacao et vous avez vous-même travaillé souvent, ça on le sait, mais vous ne pouvez plus travailler comme à l'époque de votre père. C'est ça que Kenda posait comme question. Je suis d'accord, retour à la terre, oui. Je ne suis pas obligé de commencer par un tracteur. Non, on n'a pas demandé le tracteur. Je peux commencer par un demi-hectare. Un demi-hectare. Pourquoi? Parce que dans les projets que nous avons, dans les projets que les banques financent, mais la banque demande... Vous voulez cultiver du cacao? Oui, monsieur. Vous savez cultiver le cacao? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez déjà cultivé? Vous vous grattez la tête. Je vais comment? Le banquier ne va rien faire. Mais si vous lui dites, j'ai un demi-hectare qui produit tant, il va venir, il va voir, et il va vous donner de l'argent pour financer 5 hectares. Mais commencez quelque chose. Mais c'est sûr. Mais pas zéro que je vais dormir, je vais chez mon oncle Ona Grégoire à Yaoundé, je vais manger, je vais rester chez lui. Et puis il va me donner l'argent pour faire l'agriculture. Monsieur le ministre, il n'y a aucun de vos neveux qui est chez vous. Enfin, je ne sais pas. Mais ils sont bien placés. Vos enfants... Non, ça va. non. Vous êtes un vrai Camerounais alors. Je ne vais pas parler de mes neveux ni de mes enfants ici, mais je vous dis à tous les enfants du Cameroun, il faut travailler. Et si on travaille, on aura les résultats du travail.
Je rappelle que nous recevons Grégoire Oona, qui est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous sommes en train de conduire l'émission, évidemment, vers l'avenir du Cameroun, les voies, les solutions, l'espoir. Et je pense que le discours du ministre aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Pour entrer dans l'émission, j'aimerais juste dire que vous pouvez participer via les réseaux sociaux, le compte Twitter de l'émission, la page Facebook 90 minutes politique ou ma page personnelle, Martial Bissoc, et réagissez, interréagissez. C'est le numérique, c'est la génération Android. Justement, monsieur le ministre, comment vous voyez l'avenir du Cameroun? Est-ce que c'est avec les appels à la candidature du président Paul Biya ou est-ce qu'il faut quand même qu'on passe à autre chose? Voilà un des tournants de l'émission. Mais l'appel à la candidature est une manifestation de la vitalité du RDPC. Mais vous qui côtoyez le président, même dans l'ombre, est-ce que vous sentez que il se dit quand même maintenant, lui qui a vraiment eu une grande carrière politique exceptionnelle, est-ce qu'il ne se dit pas, vous qui pouvez lire quand même entre les lignes, que le président peut aussi partir, puisqu'il n'a pas répondu? Mais vous savez, je voudrais d'abord vous dire que l'engagement politique est un engagement personnel. Vous savez, la politique nécessite un engagement personnel. Et quand vous lisez tout ce que le président a écrit, quand vous lisez tous les discours qu'il fait, vous devez voir quelle est sa ligne et quel est son niveau d'engagement pour son pays. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est qu'il parte. Non, non, pas du tout. Vous n'allez pas dire ça, monsieur le ministre. C'est ce que vous dites. Non, c'est... Mais le président Biya partira un jour. Nous ne sommes que des hommes. Le président Biya partira un jour. Et le problème de son départ est réglé. Que ce soit au niveau du pays ou que ce soit au niveau de son parti qu'il a créé, le problème de son départ éventuel est réglé par les textes. Ce n'est pas un secret de polichinelle de ce qui va se passer si le président Biya décidait de partir ou si la nature décidait de nous l'arracher. Les choses sont claires au niveau des textes. Expliquez-nous, monsieur le ministre, on n'a pas vu le Conseil constitutionnel encore. Mais alors, sauf si... il y a la Cour suprême qui en tient lieu. Mais non, mais c'est ça. C'est aussi ça la querelle politique de demain. Elle ne sera pas légitime, mais ça n'a rien à voir avec son départ. Les institutions qui sont en place aujourd'hui règlent les problèmes d'absence du président au pouvoir. Alors, monsieur le ministre, je vais vous poser une question personnelle. Vous avez dit que l'engagement politique est personnel. Alors, quand vous vous rasez le matin, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser que vous-même pouvez être président de la République? Non, je n'ai jamais songé. Mais tous ceux qui viennent sur la terre rêvent d'être plus grands. Vous êtes déjà ministre. Mais entre la place que j'occupe aujourd'hui et celle de président de la République, il y a encore beaucoup de places. Donc, j'ai le temps de gravir. Je constate simplement qu'on n'est pas ministre au hasard, qu'on a une grande capacité intellectuelle. Et je sens, quand je vous écoute, que vous êtes très diplomate et qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Est-ce que, monsieur le ministre, qu'est-ce que je ne veux pas dire? Est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'un jour vous pouvez diriger ce pays? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Je vous réponds spontanément. Vous ne m'avez pas prévenu que vous alliez me poser cette question. Je vous réponds très spontanément. Je n'y ai jamais pensé. Alors, vous qui avez été auprès du président, vous avez déjà dit tout à l'heure, Bissoc l'a dit, il a eu une très grande carrière. Il a quand même mis plus de 60 ans de sa vie au service de l'État. Comment travaille le président? Parce que quand même, on sent qu'il ne communique pas beaucoup sur sa façon de travailler. Quelle est la méthode Biya, vous qui avez été un de ses collaborateurs? Bon, moi, ce que je peux vous dire des postes que j'ai occupés, que ce soit au parti ou à la présidence, à l'époque où j'étais chargé des relations avec les assemblées ou maintenant ministre du Travail, ce que je peux vous dire, sans risque de me tromper, c'est que le président Biya travaille sur ses dossiers et qu'aucun dossier n'a aucun retard dans son bureau. Alors, monsieur je résume vraiment, et si vous voulez une anecdote, je suis dans mon bureau un jour, le secrétaire général de l'époque, le ministre Ndoumba m'appelle. Je suis dans le bureau à la présidence. Le ministre Ndoumba m'appelle, il voulait me voir. J'étais en train de terminer une note pour le président. Je quitte donc mon bureau à la présidence pour aller voir le ministre Ndoumba et je pose la note à ma secrétaire en lui disant « Montez ça au chef de l'État ».
Je vais voir le ministre Ndoumba. Je crois que j'y ai mis 15 ou 20 minutes. Je reviens dans mon bureau. Je trouve la chemise que j'avais laissée devant ma secrétaire. Je lui ai dit, mais je vous ai dit de monter cette chemise au président. Il me dit, elle me répond froidement. Elle est redescendue, monsieur. Quand je prends la chemise, je vois les instructions écrites du président. C'est une anecdote, mais je vous dis, ce n'est pas dans le bureau du chef de l'État qu'un dossier va traîner. Il travaille. Donc c'est ailleurs que ça traîne. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de revenir, oui. C'est très intéressant, ce moment historique de la vie du Cameroun, puisque vous êtes un témoin. Alors, monsieur le ministre, en 85, il y a un livre qui sort, qui est écrit par Henri Bandolo, Le feu et la flamme, et le président, dans ce livre, lui-même dit que pour lui, il n'y a pas non seulement de dualité au sommet de l'État, mais en plus que pour lui, sa vision, c'est 2 mandats, pas plus. 2 mandats de 5 ans à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Henri Bandolo qui écrit ça. Oui. Ce n'est pas une interview. C'est la rencontre avec le président. J'aurais dû relire ce livre avant de venir à cette émission, parce que je l'ai lu aussi, mais je ne suis pas sûr que... Ma bonne foi, faisant foi. Donc... Non, ce que moi je peux vous dire, parce que moi je me suis battu personnellement pour qu'on n'ait pas une limitation de mandat à la présidence. Et je continue de le soutenir, qu'on n'a pas besoin de ça, parce que le peuple doit rester souverain. Le jour où on ne veut plus d'un président, nous allons aux urnes et nous lui signifions que nous n'avons plus besoin de lui. Le peuple doit rester souverain. Donc je suis contre cette histoire de limitation de mandat. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Le temps passe très vite. Et on ne peut pas finir cette émission sans vous poser la question de savoir, on a attendu quand même 50 ans. Vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le président de la République a pris 2 grandes décisions en décembre, en augmentant les allocations familiales. Et puis récemment, en février, je crois, si ma mémoire est bonne, en poussant le plafonnement des salaires cotisables. 50 ans que ça dure. Et comment vous avez réussi à arracher ça au président de la République? J'ai fait le travail qu'un ministre doit faire, en collaboration avec les organes qui s'occupent de la gestion de cette partie, c'est-à-dire la CNPS. La CNPS, oui. Et on a présenté un dossier au président, et le président a accepté. Et il y a eu quand même une injustice. Et ceux qui, à l'époque, pouvaient déjà, qui avaient un gros salaire, qui n'avaient pas dans cette possibilité, aujourd'hui, il y a des gens qui, récemment, quand on prépare l'émission, j'ai rencontré quelqu'un qui touchait 1 500 000 et qui aujourd'hui n'a que 147 000 parce oui, que justement... c'est dommage. C'était ça justement le problème. C'était ça le gros problème, parce que les gens qui avaient des gros salaires se retrouvaient à la retraite avec... D'où la nécessité d'une certaine préparation à la retraite pour certains. Donc je crois que ce qu'il faudrait retenir, c'est que les niveaux d'allocation chez nous dépendent aussi du niveau de notre économie. Ça, c'est important. On pourrait aller plus loin que cela, mais ça dépend de notre richesse. Donc le président de la République a d'ailleurs, en prenant cette décision, il a laissé entendre qu'il faudrait que cela soit suivi. Peut-être que dans les 4-5 ans qui viennent, il faudra revoir. Tout va dépendre un peu du niveau de notre économie. Donc, ceux qui avaient des bons salaires à l'époque, qui n'entrent pas là-dedans, je dirais tout simplement c'est dommage, mais ce qui est important d'être retenu, c'est que le pays avance. Il y a des mesures que le président est en train de prendre, notamment dans le domaine. Il nous a instruit de travailler dans le sens d'améliorer la sécurité sociale de tous les Camerounais. Vous savez, il y a l'assurance volontaire qui a été signée aussi par le Premier ministre l'année dernière. Nous sommes en train d'avancer en ce qui concerne l'assurance maladie universelle, qui est quand même un gros caillou dans la chaussure, parce que avec tout ce qui se passe, la santé coûte cher. Et il est bon qu'il y ait des mécanismes. Et là-dessus, le ministère du Travail a développé un peu les gîtes de santé, la mutualité. Les textes sont en train d'être faits
parce qu'on va peut-être passer par là aussi. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez de la santé universelle, la couverture médicale. Vous pouvez pas, c'est votre rentrée politique, j'allais dire. On peut pas passer, on peut pas passer dessus. C'est vrai que je suis pas allé dans les médias depuis très longtemps. C'est pas un épiphénomène. Il n'a pas fallu que CNN refasse un reportage là-dessus hier pour comprendre que l'affaire Monique Koumaté hante encore les esprits et on parle encore d'une nouvelle affaire. Il y a présomption, mais on parle d'une nouvelle affaire encore à l'hôpital central, ici à Yaoundé, où des nouveau-nés seraient décédés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre l'administratif et le politique? Parce que les décisions qu'on prend... Le ministre de la Santé, votre collègue, et je suppose ami et frère, a dû quand même faire quelques sorties pas bienveillantes. Est-ce que vous aurez agi de la même manière? Non, il ne s'agit pas de dire que j'aurais agi. Deux personnes différentes font toujours des choses différentes. Donc, il n'est pas question de... Le ministre de la Santé a donné un point de presse sur la base des informations que ses services et les services de renseignement lui ont donné. Donc, je crois que là-dessus, vous n'allez pas cogner dessus. Non. Ce qui est important, on n'a pas l'intention mentale, monsieur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que l'enquête avance et de voir qu'est-ce qui sera fait lorsqu'on aura les résultats de cette enquête. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les gens vont dans les services publics, parfois vous avez l'impression qu'ils vont demander une faveur. Je crois qu'il est temps que l'utilisateur, l'usager comme on l'appelle, se comporte comme s'il avait des droits. Donc je crois que cette enquête va révéler certainement des responsables qui vont être emmenés à être sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Alors, monsieur le ministre, on ne va pas sortir cette émission sans parler de spiritualité. On a l'impression que nous regardons le monde avec les yeux des autres, nous parlons avec le langage des autres, nous prions Dieu avec le langage des autres. Alors, vous, comment entrevoyez-vous donc cette vision alternative de la spiritualité en Afrique en prenant en compte nos réalités traditionnelles, notre culture, notre démarche, nos démarches ancestrales, monsieur le ministre? Moi, j'appartiens à une église qui est l'église catholique romaine. Et dans cette église, nous avons déjà adapté beaucoup de choses à nos cultures africaines. Et je pense que nous nous en portons bien au niveau de l'église catholique camerounaise. Et je ne sais pas ce que font les autres églises. Non pas que je ne me sois pas intéressé, mais il y en a tellement, les réveillés, les non réveillés et tout. Je pense que nous avons besoin de spiritualité. Nous avons besoin des valeurs positives. Et je pense que vous verrez que sur ce sujet, les politiciens pourraient être même les premiers à être interpellés parce qu'ils ont la possibilité d'être les visionnaires pour ceux qui les suivent. Donc ils peuvent entraîner des gens à faire le bien ou à faire le mal. Et vous verrez que dans les valeurs sur lesquelles le président Biya a basé sa politique et sa vision du monde, vous avez des valeurs positives qui sont reconnues par les grandes religions monothéistes déjà. Vous avez la rigueur, vous avez la moralisation. Et il y a eu un problème. Celui qui conçoit dit « faisons ceci », mais ceux qui viennent réaliser disent « faisons cela ». Donc, moi je crois que le spirituel est très important dans la vie de l'homme. Monsieur le ministre, justement, pour sortir de la question, quand on voit la profusion des églises qui sont déversées dans la chaussée aujourd'hui, ça pose un problème de santé publique, un problème de moralité. Et puis, d'un autre côté aussi, vous avez parlé des églises classiques, un peu classiques, mais on sait que c'est elles qui nous ont amené la colonisation, qui nous ont amené vers un chemin
de l'exploitation, de l'asservissement. Est-ce qu'on n'est pas embastillé, je dis le peuple camerounais, le peuple africain aujourd'hui, entre ces courants qu'on ne maîtrise pas et puis la société va à volo, on sent une tension, une disparition des valeurs? Je ne vais pas vous suivre dans la colonisation ou dans tout le reste que vous avez dit, mais je voudrais dire que nous avons besoin de valeurs positives et nous devons tout faire pour reconnaître les valeurs et intégrer dans nos façons de vivre tous les jours. Monsieur le ministre, quel Cameroun comptez-vous laisser demain? Quand je dis vous, c'est-à-dire le haut sommet de l'État, le président Paul Biya, vous, je n'allais pas dire ces créatures, mais vous, ces ministres. Vous le dites? Non, vous le dites. Qu'est-ce que vous comptez laisser demain pour le Cameroun, pour la jeunesse? Quelle est votre vision du Cameroun pour ça? Bon, écoutez, moi je pense que le Cameroun de demain, nous ne serons plus là. Le Cameroun de demain, à partir de ce que nous aurons laissé, sera ce que les héritiers en feront. Et le Cameroun que le président Biya, par exemple, voudrait laisser au Cameroun est un Cameroun positif. Regardez ce que le président Biya a instruit comme discours. Regardez ce qu'il dit tous les jours. Regardez la façon dont il vit, même si vous nous accusez, nous, de vivre avec lui tous les jours, et vous ne le voyez que de loin. Regardez comment il vit. Ce Cameroun sera celui qui restera. Et il faudra donc maintenant savoir qu'est-ce que les héritiers feront de ce Cameroun. Je voudrais vraiment que les Camerounais ne doivent pas être pris de peur, parce que les problèmes de succession sont très clairement réglés. Mais si les Camerounais, le jour où, puisque c'est de lui que vous avez parlé, ou le jour où le président Biya n'est pas là, si les Camerounais, le jour-là, sont pris de folie, ils vont mettre le feu au Cameroun. Mais si ils sont pris de sagesse et qu'ils respectent nos propres lois, le Cameroun va continuer d'avancer. Nous avons tout ce qu'il faut à un pays pour avancer, en commençant par la valeur humaine. Aristide Kenda Kenda. Juste un mot, monsieur le ministre. Quel a été votre plus grand souvenir? Juste un mot. C'est une colle, je sais. C'était pas prévu. Mon plus grand souvenir de votre carrière politique? Oui. Mon plus grand souvenir, je crois que ça a été le jour où je devais m'engager. Le jour où je devais choisir de quitter définitivement le monde des affaires et ne faire que la politique. Merci, monsieur. C'est le jour où on m'a nommé au gouvernement. Il fallait que j'abandonne les affaires et que je me consacre à la politique. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous samedi prochain avec un invité de qualité, toujours comme cet après-midi. Nous avons eu l'illustre honneur de recevoir Grégoire Ohona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, le RDPC. Avec lui, nous avons abordé toutes les grandes thématiques qui nous ont conduits à repenser l'avenir du Cameroun. Merci à Aristide Kenda Kenda, merci à monsieur le ministre, c'est un plaisir, c'est un honneur. Rendez-vous la semaine prochaine et bonne suite de programmes sur Canal 2 International.